Voilà, là on va pouvoir commencer. Donc le but c'est sur cette séance de 2 heures sur le matériel informatique, c'est d'évacuer un peu toutes les généralités, tout ce qu'on vous a dit, tout ce sur quoi vous avez des doutes sur le matériel informatique. Donc de quoi est composé un ordinateur? Il y a un décalage au niveau des semaines? Non. Je ne suis pas trompé. Donc de quoi est composé un ordinateur? Comment ça se monte? Comment c'est fabriqué? On parle d'intégration précisément. Et pour les tours, pour les portables c'est encore différent. Et après, on va voir un petit peu comment choisir, c'est des bien grands mots, choisir son matériel. Alors, choisir son matériel, ça reste toujours délicat. On peut penser que c'est comme tout, c'est une affaire professionnelle. Il y a plein de jeunes qui ont 15 ans qui choisissent leur matos. On verra les pour et les contre. Où est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'on va toujours rue Montgalet acheter chez les Chinois? Pourquoi oui, pourquoi non? Il y a des avantages et des inconvénients, c'est comme tout. Donc on va en parler un petit peu et on va essayer d'évacuer tout ça, que vous sortez de là en ayant à peu près compris ce qu'il faut acheter comme matériel de préférence, ce que ça peut vous apporter, quel risque vous prenez si vous achetez du bas coût, quel risque vous prenez si vous achetez du cher, parce que c'est les mêmes souvent. Donc voilà, on va en parler un petit peu et je vais vous montrer ça. On va commencer, je vais essayer de rallumer l'ordinateur qu'on a un affichage. On va commencer avec les news de cette semaine. Hop. Donc moi j'ai le micro hebdo numéro 753. Je leur fais un peu de pub, dire bonjour la caméra. Voilà, micro hebdo 753. Donc téléphone mobile, quel forfait choisir? Là c'est sur l'arrivéterie à tout changer. Donc ça c'est très intéressant pour le cours d'après. Ça fera les news du cours d'après. Question informatique, c'est un peu différent. L'édito de cette semaine de Nicolas Guillot, manque de respect, qui parle de Microsoft qui fait plus peur à ses concurrents. Il suffit de voir comment les concurrents se sont comportés lors du lancement de Windows 8, Apple le premier. Donc 2 jours avant la date, la firme de Steve Jobs, donc Apple, a présenté l'iPad mini et un iPad revu et corrigé, blabla. Le jour même du lancement de Windows 8, Amazon confirmait que la bataille des tablettes se jouait sur les prix. Donc voilà. Globalement, Microsoft qui fait pas si peur que ça. C'est vrai qu'avant, quand Microsoft sortait un système, c'était un événement, et puis les autres, bon, on faisait un peu table rase pendant 2-3 mois, hein, et on sortait des trucs avant ou après, mais pas en même temps. C'est mal vu. C'est un peu comme si vous êtes plus gros concurrent mode luxe et moins cher que vous, qui sort un super produit. On va attendre un peu, hein, du coup, on va peut-être pas sortir notre gamme bien pourrie en même temps, ça passerait mal. Donc voilà, il y avait des petits détails comme ça. Aujourd'hui, beaucoup moins. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Windows 8, ça y est, c'est sorti. Donc Windows 8, on peut l'acheter, hein, ça y est. Donc on en parlera un petit peu, juste après. iPad mini et nouvel iMac. Apple qui sort un nouvel iMac et un nouvel iPad. Alors l'iPad mini, comme l'ancien, comme le dernier iPad, mais en plus petit. Donc voilà, c'est histoire de faire un mini. Pourquoi pas, hein? Ça peut être utile à certains, ça peut être très pratique. Pourquoi pas? Et un nouvel iMac, donc un MacBook Pro, la gamme iMac et les MacBooks notamment. Les MacBook Pro, ce sont des ordinateurs portables de chez Apple, donc, qui s'appellent les MacBooks. Donc ils en ont sorti des nouveaux. Si vous voulez toutes les informations sur ces gammes, vous avez 2-3 pages effectivement avec des descriptifs, des comparatifs et tout. Dans le micro hebdo, ça vous verrez de l'autre côté. Alors, une information sur la téléphonie. Ah, Kim.com, mon super ami. Kim.com, c'est le gros monsieur très sympathique et bon vivant qui gérait Mega Upload. Mega Upload avec Mega Vidéo, tout ça, et qui s'est fait avoir, qui est en justice, blabla. Il a obtenu le droit de garder ses comptes bancaires quand il y avait eu des retombées, des complications, il avait fait des appels. Bon, pendant qu'il est encore en justice, hein, et qu'il s'occupe de faire ses appels et tout, il fait des annonces. Hein. Le prochain méga upload sera indestructible. Hein. Donc lui, il est parti. Hein. Lui, il n'y a pas de souci. Lui, vous le mettez en prison, il reçoit, il fait ouais, allez, on recommence, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc c'est un mec comme ça. Depuis l'extradition aux États-Unis, c'est depuis la Nouvelle-Zélande que Kim.com lance Mega. Ça s'appellera Mega. Sa fermeture sera impossible, il annonce.
Voilà, un service d'hébergement de fichiers entièrement conçu pour mettre à l'abri le contenu des serveurs et par là même les dirigeants de sa société. C'est énorme, quoi. Le fichier sera automatiquement chiffré et anonymisé, de sorte que même les administrateurs du site ne pourront pas savoir ce qui se trouve sur leur serveur. Donc tout basé sur le cryptage et tout ça, et sûrement de la délocalisation du fichier. Donc c'est bien pensé, on verra si ça marche. Moi ça me fait marrer, c'est la persévérance du mec. Il me dit j'ai fait de la merde une fois, autant recommencer. J'aime bien. Ça on en parlera un petit peu après. Un Chromebook à prix cassé, on s'en fiche. Facebook, qu'est-ce qu'ils disent sur Facebook? Facebook, le réseau social, a de nouveau censuré L'origine du monde, le tableau de Gustave Courbet, qui représente un sexe de femme en gros plan. En même temps, c'est la Tribune de Genève qui s'en était servie pour illustrer un article a vu son compte Facebook bloqué car le groupe californien a une politique très stricte en matière de nudité. En 2011, un internaute français avait été censuré pour les mêmes raisons. Ça paraît logique en même temps. Les médias français qui veulent taxer Google, ça vous en avez entendu parler, hein? Google vole les journaux, vole la presse pour mettre dans ses pages des articles. Hein? C'est incroyable. Donc ça, c'est vraiment... bon, moi j'ai un avis très tranché là-dessus. Hein. Je préfère fermer la presse, je les enverrai se faire foutre directement. C'est mon avis personnel. Pourquoi? Parce qu'un journal comme Le Monde, demain, ce qui va se passer, ça va faire comme avec la Belgique il y a quelques années, je crois que c'était il y a 3 ou 5 ans, je ne sais plus. Ils vont dire « Ah, il faut taxer Google parce qu'ils utilisent nos articles, ils se font du trafic par nos articles. » On tape les mots-clés de nos articles du Monde, par exemple, ou de eBay, et on arrive sur Google qui nous dit « Je l'ai, il est là. » C'est vrai, effectivement, ça fonctionne comme ça. Google dit « Très bien, si la France veut qu'on paye pour indexer les articles, on va retirer les articles français. » Il n'y a pas de souci. Donc, genre, on vous prend pour des cons, on est en position de force, on va retirer toute la presse française, on est comme ça. Ça les a pas gênés, ils ont fait la même à la Chine. Si la Chine nous emmerde et ne veut pas notre héritage, on se barre de Chine, ils se sont cassés. Il n'y a plus de Google en Chine. Donc, ils ne sont pas à ça près, à mon avis. Résultat, ce que ça donne, c'est que grosse guéguerre. Et ce qui est amusant, c'est quand on connaît comment ça fonctionne. Quand ils ont fait ça en Belgique, ils ont tenu tête, les Belges, ils ont bloqué tous les médias belges. Je crois que c'était belge, hein, je ne sais pas comment il me semble, hein, vous me corrigerez, sinon on le verra dedans. Mais ils ont bloqué tous les médias belges, c'est-à-dire que Le Monde belge, Libération belge, je ne sais pas comment ils s'appellent, leurs journaux, mais ils se sont retrouvés comme des cons. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent du jour au lendemain avec leur magazine papier en kiosque. Vous savez, les kiosques qu'il n'y a plus nulle part parce que tout passe par Internet. Et puis, Internet, 98% des recherches des internautes, vous l'avez dans l'os, vous les perdez. Ça veut dire qu'on réduit votre trafic du jour au lendemain 98%. Bon, ça s'appelle la fin de la presse sur Internet, hein, tout simplement. Donc, qu'ils ne nous fassent pas croire qu'ils ont une position de force ou quoi que ce soit, c'est juste un lobby de la presse. Ils n'ont aucune possibilité de faire leur pub autrement que par Google, sachant que Google est le leader incontesté de la recherche sur Internet. Donc bon, ça m'amuse un petit peu. À côté, il faut comprendre le fonctionnement. Google ne vole pas les articles en les copiant-collant et en se faisant une base de données d'articles. Quand on va dans Google Actualité, c'est là qu'on arrive quand on fait une recherche, on arrive sur Google Actualité, à chaque article, ils vous mettent un bout de l'article, la source, Le Monde, Libération, et quand vous cliquez, vous arrivez sur le site de Le Monde, avec le même article gratuit. C'est-à-dire que vous l'ayez lu gratuit dans Google Actu, cité Le Monde, ou sur Le Monde, dans tous les cas, il est gratos. Et quand vous cliquez pour avoir l'article complet, vous finissez sur Le Monde. Donc vous payez des pubs au journal Le Monde, quand vous y allez. Donc dans tous les cas, vous y allez. Donc ils vont perdre du trafic, ils vont perdre, en perdant du trafic, ils vont perdre tous les revenus publicitaires, et en même temps, qu'est-ce qu'ils voudraient? Juste gagner de l'argent quelque part. Pourquoi? Parce que si Le Monde tout seul demain décide que son site, toutes les news sont payantes, et bien les internautes se cassent et vont ailleurs. Tout simplement. Et c'est ça qui les fait chier. Sur Internet, on a l'information gratuitement. Donc on a un lobby de la presse qui cherche à faire du pognon d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas mettre un système d'abonnement au site, parce que les gens n'iraient pas. Il y en a déjà, ça marche très mal. On ne peut pas faire payer à la news, on ne peut pas. Donc le plus simple, c'est de faire payer le mec qui fait de la pub sur leur dos, donc Google.
problème, c'est que c'est eux qui leur envoient le trafic. Donc il y a un vrai problème, et j'attends vivement que le gouvernement tienne tête, juste pour voir ce que ça fait quand on perd Google. Moi, ça va me faire marrer 5 minutes. Hein, c'est un de mes plus gros partenaires en même temps commercial, ça va être fun. Donc, non, vraiment, on va pouvoir s'amuser bientôt si on n'a plus les news qu'en anglais en France, ça va être sympa. Donc voilà, donc, petite info sur Google, ça va être un peu le bordel. On verra bien ce que ça donne. Alors, oui, il y a un autre petit problème sous-jacent que je suis en train de lire. On a quoi? Oui, près de 40%. Alors c'est AT Internet qui en août dernier disait que 40% des visiteurs de leur site sont en effet amenés par le moteur de recherche. Je pense que c'est un chiffre particulièrement négatif. Hein, mais bon, au moins 40% de leur trafic, c'est monumental. À mon avis, c'est faible. Le plus grave, c'est qu'en l'état, le projet de loi contient des dispositions aberrantes. L'un de ces articles prévoit ainsi une peine de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende pour la création de liens vers des articles sans en rémunérer les éditeurs. Une mesure qui remet en cause tous les principes essentiels du web. C'est-à-dire que le web est basé sur le fait qu'on peut, vous avez vu une vidéo fun, vous en mettez un bout, un extrait, en citant la source, vous la mettez là sur votre blog. Et vous n'avez pas payé. Parce que, bon, pas un film, on va pas dire un truc payant, cinématographique ou sous droit d'auteur énorme. Mais, vous faites une vidéo d'un ami dans son jardin, vous montrez, regarde, il y a une vidéo là-bas, la source s'étend, c'est sur YouTube. On fait un lien, on en parle, pas de souci. Juste un lien, même sans remettre la vidéo. On veut parler d'un livre, donc comme je fais avec Micro Hebdo, on lit un article ou une partie d'un article, on ne lit pas tout le livre, on ne donne pas le livre, on lit un bout, d'accord, et on cite la source, comme je le fais là. Pour ça c'est la base d'Internet, sinon je ne pourrais pas le faire. D'ailleurs, je ne peux pas le faire, on n'est pas sur Internet, mais c'est pas grave. Donc à partir de là, normalement, je ne peux pas le faire. Dans la vraie vie, je peux le faire sur Internet, citer un bout d'un article avec sa source. En faisant ça, il supprime tout ce qui est neutralité du net, donc ce principe, on ne peut plus le faire. C'est-à-dire que, à partir du moment où je vais lire une phrase de ce monsieur en disant c'est Micro Hebdo, il faut que j'appelle Micro Hebdo pour rémunérer, parce que ça fait partie de la presse française. Donc c'est pas que Google qui est touché, c'est toutes les personnes qui vont citer un jour, une fois dans leur vie, une phrase. Donc tous les écoliers qui font une recherche sur Internet et qui vont citer un magazine, un machin, ils doivent appeler d'abord Le Monde payé pour l'information. Je trouve ça comme concept assez étonnant. Enfin, c'est un peu loin de la mentalité du net. Puis ça marche pas. Il ne faut pas s'inquiéter. Au pire, ça sera piraté comme ça. Les Anonymous qui tentent de venger une adolescente. Je ne suis pas du tout au courant. Horrifié par le suicide d'une adolescente, le groupe activiste, donc les hackers Anonymous, a voulu retrouver le responsable de son harcèlement sur Internet en oubliant police et justice. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Elle s'est suicidée. Ouais. Apparemment, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Des photos un peu bizarres sur le net, effectivement, qui ont été mises sur le net, traumatisées, suicide, blabla. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Les Anonymous se sont un peu indignés, sachant que la police était en défaut aussi à ce niveau-là. Ils se sont mis en chasse, ils ont localisé un habitant de Vancouver. Ils ont publié le nom et l'adresse sans respect de la présomption d'innocence ni l'encadrement judiciaire. Donc le mec, il va se faire flinguer joyeusement, il y a de bonnes chances, sachant qu'effectivement, là, ils font un peu justice eux-mêmes. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'en sais rien. Est-ce qu'ils ont le bon? J'en sais rien non plus. C'est ça le problème, on n'en sait rien. Si eux, ils ont tapé celui-là, ils doivent avoir des éléments, j'espère. Putain, j'espère. Sinon, le pauvre mec, il n'y a plus de vie. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est le principe des Anonymous. C'est un groupe activiste, H-A-C-K ou AC, comme vous voulez, pour dire hacker, donc des activistes du net, mais qui agissent et qui influent sur le monde réel. C'est très bien parce que des fois, ils tiennent tête à des groupes d'opposants 1000 fois plus gros qu'eux, ils peuvent tenir tête à un pays et foutre la merde, vraiment. D'autres fois, c'est pas terrible parce qu'ils font justice eux-mêmes pour une personne. L'Anonymous, on ne sait pas qui c'est et ils n'ont pas de règles. C'est-à-dire que c'est un groupe organisé qui travaille ensemble par petites cellules et il n'y a pas de règles établies. Chacun fait ce qu'il souhaite dans le groupe. Donc s'il veut revendiquer un événement personnel, j'ai tué mon chien au nom de l'Anonymous, il peut. Donc c'est un peu
c'est un peu bizarre comme façon de travailler, effectivement, considérant que c'est du travail. Donc voilà, c'est un peu spécial. AOL qui veut créer un super webmail. Je m'excuse, il y a plein de news dans cette semaine informatique. D'habitude, il n'y en a pas. Donc un super webmail, c'est quoi un webmail? C'est un site internet, on y va, on se crée un mail et on accède à son mail AOL par le web. On se crée un mail AOL. Donc, attention, pas la table où il y a la caméra, merci. Donc globalement, le mail AOL, on se le crée, puis on va sur le webmail. Donc ça pourrait être pas mal, c'est le service Alto, ça fournira un accès unique et centralisé à tous vos services de messagerie. Gmail, Yahoo, Facebook, AOL. Un aspect très graphique inspiré du journal de Facebook où tous les messages sont empilés les uns sur les autres. Il est en version bêta pour l'instant sur altomail, alto, A-L-T-O, N-A-I-L.com, altomail.com. Ceux qui voudraient tester le nouveau service de AOL, je ne sais pas ce que ça peut donner. On verra si on en entend parler dans 6 mois. C'est que ça a marché. Rien du tout. Après, on passe aux articles de fond, téléphone, quel forfait mobile choisir, mais ça sera pour les news de tout à l'heure. Alors, on va commencer. Ce que je voulais en premier lieu vous montrer, alors je vais me prendre une table et je vais me mettre là, parce que sinon, effectivement, ça ne sera pas filmé. Ce genre de choses à penser quand on a une caméra fixe. Hop. Voilà, je vais me mettre ici. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble un PC de l'intérieur. Alors, la plupart d'entre vous ont déjà vu. J'ai pas pris le plus récent, et j'en ai même pris un que je ne connais pas. Comme ça, ça va être réglé. C'est un du club qui traînait derrière. Il était branché, il marchait. Peut-être qu'il ne marchera plus à la fin de la séance. Alors, un ordinateur, c'est quoi? Ordinateur fixe. Un portable, c'est plein d'électronique et on évite de les démonter. Parce qu'on ne peut pas modifier grand-chose de toute façon. Un ordinateur, c'est une tour. Une tour, c'est un gros boîtier en plastique. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment du plastique. Là, c'est du métal. Vous avez de l'aluminium, vous avez plein de choses. Il y a plein de matières. Je vais régler la caméra de façon à ce qu'on voit un petit peu plus bas. Voilà. Donc, on a un boîtier plastique, alu, de la fonte, c'est rare, parce qu'à transporter, c'est chiant. Le PC de 200 tonnes, c'est un peu énervant. Qui va comporter évidemment des trous pour les aérations, les ventilos, des vis en général à l'arrière ou au-dessus. Vous voyez, il y a des aérations des deux côtés, un petit peu au moins. Et la façade qui contient les différents lecteurs et tout ça, au moins les portes d'accès aux lecteurs. Ce qui est intéressant, c'est que dans le boîtier, ils ont pensé à mettre un truc vachement bien, c'est le bouton pour l'allumer. Ça peut être utile. Là, il y a un gros bouton, il semblerait qu'il soit là. Un deuxième bouton, souvent c'est reset, c'est pour le redémarrer d'un coup. Tous les PC ne l'ont pas, ou des fois c'est un petit point. Les USB, les prises USB pour vos clés et tout ça. Le son, sortie audio verte, entrée audio par défaut rose, donc le micro. Et des boutons à la con pour gérer l'écran tactile, enfin l'écran pas tactile, l'écran LCD qu'il y a en façade. C'est un boîtier avec un écran en façade pour afficher des conneries, des températures du PC, des choses comme ça. Donc ça c'est très intéressant. Ce qui est tout aussi intéressant, c'est ça. Je vais essayer de le prendre sans le laisser tomber. Ça là. Ça, c'est le papier de votre licence. Quand vous avez acheté votre PC, les environ 100 € ont été dépensés dans l'achat d'une licence. D'accord? Ça peut être Windows XP, Vista, 7, Familial, Pro, pas Pro, OEM, VLK, enfin, il y en a plein. C'est chiant comme là-bas. Mais quand ils vous font un CD pour installer, vous pouvez prendre n'importe quel CD de Windows, c'est le même. Il faut juste qu'il corresponde à la licence. Donc si vous cliquez un CD sur un site pirate et qu'au lieu d'utiliser un numéro pirate, vous utilisez votre numéro de licence à vous, qui est collé sous votre portable en général, ou sur votre tour, il n'y a pas de problème. C'est légal. Vous pouvez utiliser n'importe quel CD.
Là, par exemple, on voit que c'est un Windows XP, ou XP, presque le plus récent. Home Edition. Home Edition, donc la version familiale, le gros standard, hein, pas de problème. En dessous, qu'est-ce qu'on a? La Product Key, donc la clé de produit en français, qui veut simplement dire j'ai acheté mon produit, pour ces 25 numéros, il y en a bien 25, pour ces 25 caractères, tu payes 100 €. C'est ça qu'on paye. Hein. Le CD, on s'en fout. Hein. On s'en fout. Quand il faut réinstaller, ça évite de se dire ah merde, j'ai oublié de le graver avant, c'est con. C'est vrai, c'est bien si on l'a. Mais aujourd'hui, c'est plus vendu avec. Pourquoi? Parce que si on le vend avec, c'est 60 € de plus pour qu'il vous grave le même. Donc, c'est pas la peine. Ça, c'est ce qu'on appelle une étiquette. Hein, l'étiquette, c'est quand on a une version OEM. Ça se vend qu'à l'achat avec un ordinateur. Il vous colle l'étiquette dessus. Normalement, on doit en tout cas. Il vous colle l'étiquette sur le PC. Et vous avez acheté une version OEM de Windows. C'est-à-dire que vous avez votre Windows qui est lié à la carte mère. Vous n'êtes pas censé changer de carte mère. Sinon, c'est illégal. Donc, voilà. Hein, mais bon. Donc, c'est lié à votre PC en tout cas. Donc, votre Windows, il est là. Et votre clé de produit demandée pendant l'install, elle est là. Alors, c'est bien sûr infalsifiable. J'en sais rien, je vous dis ça, c'est parce que Microsoft l'a fait pour. Hein. Il y a des bandes comme sur les billets, aluminium, blabla. On ne peut pas le décoller, en général ça finit arraché partout. Ou alors il y a des techniques au sèche-cheveux, blabla. Alors il faut vraiment jouer les MacGyver et il ne faut pas s'amuser à ça. Parce que bon, vous allez changer de PC, vous allez appeler Microsoft pour l'activer, ils vont s'en apercevoir. Vous essayez d'activer sur 2-3 machines, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Donc une étiquette par PC, de toute façon, c'est quand même le plus simple. Hop, je le repose. Alors, une tour, je vous l'ai dit, ça a besoin de refroidissement, hein, tous les trous. Mais ça a besoin d'autres trucs. Pour marcher, il faut qu'il y ait des choses dedans. Hein, c'est pas juste un boîtier vide. On n'est pas con non plus. Il y a plein de trucs dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le meilleur ami du technicien, c'est le tournevis cruciforme. En tout cas, en informatique. On n'utilise qu'un cruci. On ne regarde pas, hein, c'est ça. Donc, il y a des gens géniaux qui ont inventé sur les boîtiers, quand on met plus de 15 € dans son boîtier, les vis à main. C'est-à-dire qu'on peut les dévisser à la main. Des grosses vis en plastique, c'est très pratique. Et du coup, voilà, ça fait que là, le tournevis, il ne me sert pas à grand-chose pour l'instant. Je vais dévisser, vous voyez, j'ai dévissé un côté, je peux dévisser le deuxième. Je vais sûrement pouvoir les ouvrir indépendamment. Alors, vous, c'est peut-être pas à l'arrière. Sur les PC que je vends, c'est quasiment tout le temps à l'arrière. Chez Dell, on peut ouvrir en appuyant souvent sur un bouton sur le dessus et en dessous en même temps. Ça s'ouvre comme un livre. C'est la merde, ça arrache tous les câbles. C'est très très chiant. Dès qu'on veut bosser dedans, c'est très, très énervant. Chez HP, c'est un autre système. Il faut déverrouiller souvent le cadenas derrière. Il y a un bouton cadenas, on le met vers le bas, il y en a souvent un deuxième. Et on tire par le côté ou par le haut, et ça vient. Ça dépend du coup des machines, vous l'aurez compris, mais il y a un système de blocage de la porte, entre guillemets. Moi j'aime bien quand il y a deux vis. Hein. Quand il y a deux vis, on enlève les deux vis, on remonte ses manches, on fait Foya. Super technique. Hein, les deux vis bloquées par l'arrière, on les enlève, on tire vers l'arrière, pour marquer, et après ça descend. Alors, là j'ai un problème. Pourquoi? La câble du ventilo. C'est l'air con là. Donc là pour bosser, vous remarquez que c'est pas très pratique. Le câble du ventilo ne me permet pas d'enlever. Voilà, je peux un peu plus, mais je peux quand même pas. Donc ça va. Franchement, il est assez long. Je peux le poser dessus, mais vous voyez, il y a ce fil qui est relié directement à la carte mère. Je vais vous la présenter après, c'est une amie. Qui est bloquant. Donc il y a ce fil. Alors, le boîtier, je vais faire alors, on s'en fout, hein, le ventilo, il y en a un, il n'y en a pas. Hein. Des fois, il y en a un, il fait 20 cm de diamètre. Il fait tout le boîtier. Du coup, il tourne plus doucement, comme il est plus grand. Technique des flux d'air, plus grand, donc il tourne plus doucement pour générer le même flux d'air, donc moins de bruit, et donc aussi bonne ventilation. Donc autant les prendre grand. Cela dit, des fois, il n'y en a pas. Ça dépend de votre ventile et du boîtier, du fric que vous avez mis. Comment je vais retirer? Bah,
on tire vers l'arrière. Vous voyez, là, il y avait des clips. Ils sont déclipsés, tout simplement, ils viennent. C'est juste pour qu'ils s'en fichent ici. Voilà. Donc ça se clipse. Et en haut, il y a des petits clips, pareils, qui vont dans les trous, là. Donc il faut que ça soit pile en face, hein, pareil en bas. Voilà, et après, il y a les deux vis. Donc si je réessaye de le mettre, je vais essayer de me mettre comme ça pour qu'un maximum de personnes voient. Là, j'ai mes petits trucs qui doivent aller dans les trous. Donc, je me place en général à l'arrière. Je les mets au même niveau là. Je vise. Hop, c'est bien dans le trou. En tout cas, en haut, on voit bien que c'est plat. Donc, c'est bien dans le trou. En bas, aussi. Au pire, je recule un peu pour être sûr. Parce que c'est une forme de crochet. Donc, je recule un peu pour être sûr que c'est bon. Donc, en bas, c'est plat. En haut, c'est plat. Je maintiens en haut, en bas. Et je glisse vers l'avant. En espérant que ça rentre. Il y aura un fil qui coince, le fil du ventilateur. Alors, ouais. Alors évidemment, voilà, il y a des fils qui peuvent coincer et même il y a des boîtiers qui gondolent. Hein, ils font des blagues. Les boîtiers, au bout d'un moment, ils ont du jeu, ou même parfois dès le début, et du coup, ils bloquent. Voilà, et on pousse un peu et c'est bon, il est rentré. Partout. Donc il faut être deux, mais parfois les boîtiers ils font un peu ça. Quand on les ouvre, à force, ils sont un peu. Ça dépend vraiment de la qualité du boîtier. Donc bon, ça c'était juste pour l'ouvrir. Normalement, il n'y a pas de câble de ce côté-là, en tout cas, enfin pas de ça dépend du boîtier, je le dis à nouveau. On va mettre le boîtier là, et le câble ici. Alors quand on fait ça, on numérote ses vis. On prend un scotch avec un papier. On met du double face, on pose les vis dessus, c'est vite que les vis se barrent en roulant, et on marque vis arrière boîtier machin, on est précis. Sinon on fait n'importe quoi et on se tue. Hop. Là, on a plein de choses à l'intérieur. Je ne sais pas si tout le monde voit parfaitement. C'est pas évident, hein, évidemment. Il y en a qui sont particulièrement intéressés par ce cours. Déjà bravo. Et deuxièmement, vous pouvez évidemment venir et regarder, hein, vous approcher si ça vous intéresse. Il y a ici un élément qui est un gros bloc carré. D'accord? Je vais le mettre un peu comme ça. C'est là, c'est carré. Vous remarquez qu'en dessous, souvent, il y a un gros ventilateur. Alors, je ne parle pas de celui-là. Hein. Non. Ça, c'est aussi un ventilateur. Je parle de là, sous la lime, il y a un gros ventilateur. Ça, c'est la lime, l'alimentation électrique. Quand je vous dis vous avez la lime, il ne faut pas me répondre le câble. Non, c'est le câble, on sait qu'on l'a. Enfin, nous, on en a des milliers, les câbles d'Alim, mais il ne sert à rien, il est passif, le câble. Tout le travail de votre PC est fait là. Cet élément est un des plus négligés. Une Alim, c'est entre 7 € et 600 € si on veut déconner, mais pour un tarif raisonnable, 130 €. Donc entre 7 et 130, il y a de la marge quand même. Hein. Vous remarquez, 7 € c'est quoi? C'est une Alim, j'allais dire chinoise, elles le sont quasiment toutes, il ne faut pas rêver. Mais où il y a eu très peu de contrôle, elles sont forcément normalement normes européennes, c'est-à-dire que quand il y a une surcharge, elles ne prennent pas feu, hein. Et il y a un fusible et tout, normalement. Elles ont un montage à la con, elles rentrent, il y a du jeu où ça frotte contre le boîtier, on est obligé de forcer un peu. Les vis ne sont pas en face des trous. Et au niveau de l'alimentation, en termes de puissance, on est censé avoir il y a plusieurs tensions, il y a du 3.3 dans un PC, du 3,3 volts, du 5 volts, du 12 volts. Souvent on a du 3.1, du 5.7 et du 12.2 le matin quand il est chaud. Hein. Et puis après ça varie. Alors les fluctuations de tension sur du courant continu, bien pour le matériel dedans. C'est électronique, c'est super sensible. Si EDF fait ça sur vos prises, la moitié des appareils sensibles de votre maison crament. Donc vous mettez ça dans votre PC, top. Donc globalement, une Alim à bas coût, on la met dedans, on branche, et on attend que le disque dur y brûle. Puisque le disque dur c'est l'élément le plus sensible, les deux autres c'est la carte mère et la carte graphique. Donc c'est que de l'électronique. Moi les Alim à bas coût à ce prix-là, à 7 €, il ne faut pas déconner. Évidemment, les Alim à 130 €, bon, ils ont des avantages, même parfois commerciaux. 700 watts, alors personne n'a besoin de 700 watts pour une Alim, c'est la puissance délivrée.
Considérez qu'un PC moyen pour la bureautique, il prend 400 watts. Vraiment, pour la bureautique, il prend moins de 400 watts. Un PC pour du montage vidéo en HD, on va dire 500 ou 600 watts. Maximum 550-600 watts. Et encore, je suis déjà gentil, je pense. Pour du jeu vidéo, c'est autre chose. Donc voilà, ça ne prend pas trop de watts. Il y a des arguments commerciaux sur des alimes à 130 €. Alors il y a des câbles, on va pouvoir les retirer au niveau de la lime carrément pour pas qu'ils traînent dans le PC s'ils ne sont pas utilisés. Parce qu'une alim est faite pas pour un PC, pour tous les types de cartes mères, tous les types possibles. Donc il y a tous les câbles possibles. On va pouvoir les retirer, ça s'appelle des alimes modulaires, il y a des avantages comme ça. Mais bon, à 130 € la lime, c'est pas mal. Voilà. Donc il y a des intermédiaires, une alim, prix moyen d'une alimentation, une cinquantaine d'euros. Enfin, si on veut une gamme correcte, à mon avis, il faut taper dans du 50 € la lime, je pense. Hein. Certains vous diront que c'est peut-être même bas, il y a du 70-80 €. J'ai jamais ressenti le besoin d'aller aussi haut. C'est vrai qu'après, c'est des alimes de marque. On peut avoir des alimes Corsair à 80 € très très bien. Et sur un PC bureautique, voilà. Il faut toujours savoir pourquoi on travaille, hein, qu'est-ce qu'on veut faire vraiment avec et combien de temps l'outil dure aussi. Vous allez voir, si on fait le calcul de tous les prix exorbitants que je vous donne pour une tour, on va se marrer. Une alime, en soi, ça n'apporte rien ni en vitesse, même si elle est puissante, en vitesse, ça n'apporte rien. Juste en durée de vie, peut-être, de vos composants. Mais 130 € pour une alime haut de gamme, vraiment haut de gamme, 600-700 watts, avec un bon ratio de puissance, pas trop de perte de puissance, une alime efficace, quoi. 130 €. On va faire les 3 cas à chaque fois de combien peut coûter un PC. Ça va être marrant. Pourquoi c'est dégueulasse? On est obligé de l'effacer encore? Je vais faire 3 colonnes ici. La colonne pas chère, phrase préférée des Chinois de Montgalet. C'est pas cher, t'inquiète, pas cher. Standard, on l'a pris standard. D en français. On veut. Non. Standard. Et on va l'appeler luxe. Ok? Donc on a 3 configurations, non pas basées sur la vitesse et la puissance. On va prendre une tour de la même en termes de vitesse, ou presque la même à chaque fois. On a l'alimentation. Donc l'alime, on a dit, donc ça c'est la case alime. Voilà, alime. 7 €, vraiment la moins chère. Hein. Alors moi je les touche à 6,80 €. Vraiment, 7 €. Standard, on a du, allez, j'ai dit 50 €. Et luxe, on va dire 130. Hein. On ne va pas aller dans les excès à prendre la dernière alime à la con à 1800 watts à 2000 € ou à 600 €. Ça n'a pas d'intérêt. Une alime vraiment qui pourrait être mise dans un PC, que si c'est un de mes potes qui vient me voir de bruit, qui joue pas mal, qui vient me dire tiens, j'ai pris la dernière alime classique à 300 €, ça ne me choque pas. Il y a des alimes comme ça, il y a des gens, ils prennent tout le meilleur matos qui sort. Donc voilà, 7, 50, 130. 130, ça me paraît déjà un bon prix, très bonne alime. Très très bonne alime. Pas forcément utile, mais très bonne alime. Donc là, on a l'alime. Alors ce que je vais faire, je vous ai dit, à part alimenter les autres pièces, elle ne sert à rien. Mais bon, si on enlève la lime, ça marche tout de suite moins bien. Donc il en faut une, mais c'est une question d'alimentation. Est-ce que c'est bien qu'elle soit rapide, puissante? Il n'y a pas de rapide. Il faut qu'elle ait la puissance nécessaire pour alimenter le reste, sans mettre les pièces en danger. Il faut que la norme européenne soit bien respectée et que les techniques de coupure, de sécurité soient bonnes. Quand une surtension de votre courant EDF arrive, ou au contraire des micro-coupures, des petites coupures de votre tension EDF, il faut que quand ça rentre dans ce trou-là, le 220 ne sorte pas de l'autre côté. S'il y a du 220 de l'autre côté, il n'y a plus de PC, et ça fume. Hein, ça transforme du 220 en 5 volts, en 12 volts et en 3.3, donc il ne faut pas déconner. Il ne faut pas non plus que le 3.3, ça soit un coup 3, un coup 3.5, un coup 3.2, un coup 3.6, quoi. C'est trop variable. On peut avoir des petites variations, on en a toujours, mais vraiment minime. Donc, c'est ça qui est important avec une alime.
Donc en soi, ça ne nous sert à rien, mais c'est un peu le garant de la sécurité de l'homme, déjà, parce que j'aime pas que ça me pète à la gueule, un PC. Hein. Par exemple, un PC portable a une alim aussi, bon, elle est intégrée à la carte mère, parce que c'est tout plat, hein, donc il faut bien la mettre, donc c'est intégré. Et une partie est dans le câble. La dernière fois, la partie alim était défaillante. La dernière fois, ça remonte à 2 ans quand même, à la boutique. La partie alim d'un PC était défaillante, et me dit oui, ça a merdé quand je l'ai branché, il se passe un truc, enfin il démarre pas, puis il me fait des trucs bizarres, ça sentait bizarre. Ah bon, vous êtes sûr? Oui, je dis, mais vous êtes sûr, il n'y a pas avec? Il dit non, c'est bon, mais voilà, ça n'a pas bougé, j'ai pu l'éteindre. Et moi, comme un bon con, je prends la prise, je le branche, puis je l'allume, quoi. Et donc le truc prend feu sur mon comptoir, évidemment, hein, dans la boutique. Il n'y a pas de trace. J'ai sauvé le comptoir direct, hein, j'ai jeté le PC sur la dame. Je déconne, n'écoutez pas ça, c'est des bêtises. Mais voilà, non, on a éteint, non, je l'ai éteint avec tout ce que j'avais sous la main, fumée, tout ça, odeur de fou. Évidemment, le truc m'a grillé dans la tronche. Ça avait déjà brûlé chez elle, elle l'avait coupé d'un coup parce qu'elle a eu peur, à tous les coups. Les sécurités des alimes ont grillé. Et elle vient me rebrancher chez moi. C'est gentil. Ça fait plaisir. Mais comme cadeau, on a vu. Donc, une alim qui a déjà grillé, c'est pas la peine de la rebrancher pour voir ce que ça fait. C'est pas marrant. Si ça semble cramer, c'est qu'il y a un problème dans un PC. Donc, voilà. Oui, pas que les PC d'ailleurs. Ça marche pour tout. Mais en l'occurrence, une alim, il y a la sécurité de l'homme. Alors maintenant, comme je dis souvent, à part ce portable-là qui a pris feu, je crois que j'ai jamais vu une alim prendre feu. Jamais. J'ai vu un PC fumer, un petit peu. Il a un peu fumé. Nous, on l'a eu au bureau. Voilà. Et heureusement, un PC, donc, quand il ne sert pas, il est en veille, quoi. Donc, Ouais. Et mon mari était en train de travailler à la table avec ça. C'était un samedi, en fait. Et d'un seul coup, il a entendu, non, vraiment, Voilà. ça a pété, et il y a eu de la fumée au-dessus. Il était à côté, Il n'a pas pris feu. C'est ce que je disais. Oui, Un condensateur assez gros de la lime a dû péter. Le fusible aussi, c'est peut-être même le fusible que tu as entendu péter. Et la fumée est partie, à mon avis, il y a plus que le fusible qui a pété. Je veux dire, déjà, la norme européenne, hein, tout est sur un. Oui, comme un protégé. Dans les magazines, dans Canard PC, je ne sais plus quel numéro, ils ont testé tout un tas d'alimentations PC. Sur 10 alimes, je crois qu'il y en avait 2 qui respectaient la norme européenne. Sur des alimes à moins de 100 €. Elles sont toutes marquées norme européenne. Mais si on les refait des tests électriques, elles vous pètent à la gueule. Faut bien être clair. Donc si on prend des alimes un peu bas de gamme, voire normales à 50 €, il y a des chances que, voilà. Maintenant, comme je dis, moi, personnellement, j'en ai jamais vu brûler ou exploser. Fumer. Ça, c'est courant. Ça m'arrive. Mais, c'est tout. Donc, bon. Il faut aller regarder la notice. Il n'y a pas de notice. Et alors, comment c'est de l'informatique. Ah, on ne sait pas. Ça pour une alim, ça va être un professionnel qui va vous le dire, forcément. Il faut étudier, mais comme la moitié des pièces informatiques, hein, on ne peut pas choisir une pièce pour sa voiture, à moins de vraiment, surtout en électronique aujourd'hui, à moins de vraiment s'y connaître. Là, c'est pareil. Vous pouvez vous fier au prix de la pièce. Malheureusement, quand vous achetez un PC tout fait, on en parlera après, vous n'avez jamais le prix de la pièce, vous avez le prix de l'ensemble. C'est ça qui est bon. Quand on fait faire un ordinateur, oui. Quand on fait faire, on peut demander. Ou alors on voit avec le professionnel. Maintenant, alors, l'alimentation, vous pouvez vous dire. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le gros boîtier en haut. Si je le mets comme ça, vous ne voyez plus rien. Il y a tous ces câbles qui sortent, comme vous le voyez. Ça va permettre d'alimenter tous les autres composants, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans un PC? Bon, on va directement parler de l'élément principal, parce qu'une alim, oui, sinon il ne démarrera pas. Hein, c'est con, mais c'est comme ça. On peut. Alors, l'alim, il y a 4 vis derrière. Vous voyez cette plaque de ventile, ainsi que le câble? Ça, c'est un interrupteur pour mettre en route, arrêter l'alim. Comme le bouton power de devant, mais en beaucoup plus violent. Normalement, on ne l'utilise pas.
sauf pour le transport, ou pour partir en vacances, on coupe devant, puis ensuite on coupe la ligne, comme ça on est sûr qu'il n'y a plus rien qui rentre. Là, on a une grille de ventile, c'est celle de la lime. Ça, c'est la lime elle-même. Hein. C'est pas le boîtier, là, c'est tout vide dans le boîtier en fait, hein, normalement. Mais on a vissé la lime. La lime, il y a 1, 2, 3, 4 vis. Ce sont des alimes standards normalement, sauf pour les boîtiers de toute petite taille, vraiment tout petit. Là, c'est à chier parce que c'est du matériel à chaque fois spécifique. Mais normalement, la lime est standard au niveau du positionnement des vis et de sa taille. Ça rentre dans tous les boîtiers. On enlève ces 4 vis, elles tombent. On met une main, on enlève les 4 vis et on la ressort en ayant enlevé tous les câbles. Donc ça, c'est la lime, ça se change sans trop de problèmes, sauf qu'il faut recabler tout ce qui est lié à la lime, hein, donc tout. Il faut au moins recabler. On a cet élément qui est au fond. Vous voyez la grande plaque électronique qui est au fond? Il y a une plaque électronique, oui évidemment pour une question de cours et de luminosité, elle est noire, vachement pratique. C'est simple, c'est la seule qui n'est pas à l'horizontale. C'est-à-dire que là, à l'horizontale, vous avez une carte électronique, rouge, qui est la carte graphique. Vous avez différents éléments, mais il y en a une seule qui est comme ça, qui est verticale. C'est la carte mère. Pourquoi carte mère? Parce que tous les autres composants l'appellent maman, elle gère tout. En même temps, elle ne fait rien, c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que dans le PC, en termes de vitesse aujourd'hui, en termes de puissance, de punch, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui va faire que votre PC va vite, que votre PC ne rame pas, que votre PC machin. Elle coordonne les différents composants. D'accord? Puis elle permet de les brancher dessus. Parce que tout se branche sur la carte mère. Pour qu'elle les coordonne, il faut tout brancher dessus. Donc la carte mère, c'est pareil, c'est un élément qui est relativement sensible électroniquement et qui, s'il merde, c'est la gigamerde. Parce que tout merde. En général, c'est rare qu'une demi-carte mère merde. Ça arrive, mais même comme ça, on change le PC. Hein. On change la carte mère au moins. On verra que c'est plus compliqué. Oui, mais si Windows, Windows est relié à ça. Non, Windows n'est pas relié à la carte mère. Windows est un logiciel et la carte mère est du matériel. Oui, non, c'est pas ça. Mais d'accord. Oui, tu disais tout à l'heure que c'est on ne peut pas changer la carte mère. Si, j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'on ne pouvait pas changer la carte mère sur un PC. Non, c'est lié à la licence. Oui, à la licence. Légalement, on n'a pas le droit. On ne pouvait pas. Et puis également, il ne fallait pas. Parce que j'ai l'air d'être quelqu'un de légal. Bon, on est d'accord. Non, globalement, on a donc la carte mère, l'élément qui coordonne tout le monde, et tout va se brancher dessus. Donc elle a des petits endroits où on va brancher chaque élément. Alors, je vais vous dire tout de suite comment on choisit une carte mère. Une carte mère, elle se choisit, évidemment, en fonction de son prix. Hein. De toute façon, quand on fabrique un PC, on part, même quand on a un geek et qu'on sait où acheter son matos pas cher, on fait en fonction de son budget et de la qualité qu'on veut, de ce qu'on pense des composants. Donc il y a la marque. C'est sûr que si on part sur du Trinchong, la fameuse marque Trinchong, je suis sûr qu'elle existe, on aura du pas cher. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a non plus en termes de qualité, de durée de vie, de suivi du fournisseur. Voilà, c'est comme tout. Hein, dans la vie, malheureusement, c'est souvent le cas. En mettant pas le prix, on n'a rien derrière. Mais on a du pas cher. Ça marche. Donc, vous pouvez prendre ça, sachant que, rassurez-vous, on dit du Ching Chong ou quoi que ce soit, c'est amical. Nos amis asiatiques font plein d'autres choses. Ils font aussi du riz, très bien. Mais globalement, tout est fabriqué en Chine maintenant. La bonne époque où la moitié de mes pièces venaient d'Allemagne, c'était la bonne époque d'il y a 15 ans. Et donc je n'avais pas encore de boutique, je commençais l'informatique, là. Ça, c'était encore du matos qui durait 10 ans. Voilà. C'est comme pour tout. Donc aujourd'hui, tout vient plus ou moins de Chine, Corée, ces pays-là. Il ne faut pas rêver. Vous ne dites pas en mettant 2000 €, j'aurai du matériel qui vient de France. Le bon matériel informatique français, je ne sais même pas s'il y en a. Donc voilà. Donc ça, la marque va jouer forcément en termes de prix, de renommée, de suivi, de pilotes. Ils fournissent des pilotes pour le faire marcher, d'amélioration des pilotes. Le prix va jouer, et ce qui va jouer énormément, c'est toute la politique commerciale. Et ça, en informatique, pas qu'en informatique. Évidemment, les commerciaux sont des mecs qui s'adaptent très bien à tous les domaines, mais
c'est la clé. En informatique, si vous voulez 2 ports USB 2 de la génération d'avant, c'est une carte mère à 49,90 €. Mais si vous voulez 4 ports USB 2, c'est une autre modèle, avec un nom à la con, pas qu'on puisse comparer sur le site, hein, évidemment. Un autre modèle, alors là, pour 4 ports USB 2, c'est 57 €. Si vous voulez 6 ports USB 2 à l'arrière, c'est encore un autre prix. Hein, c'est important. Si pareil, parce que c'est la carte mère qui fournit ça, vous voyez tous ces ports derrière. À part ceux-là, là, horizontaux, c'est ceux de la carte graphique en bas. Mais ça, c'est la carte mère. Donc là, bon, les ports PS2, c'est des anciens ports pour clavier souris. Aujourd'hui, c'est en USB. Clavier souris. Pareil pour ça. Mais les ports, là, on a 4 ports USB, une carte réseau. Alors aujourd'hui, il y a du réseau. Pareil, si vous ne faites pas gaffe, vous achetez une carte mère, le réseau, il est en 100. Carte mère vraiment à bas coût, vous pouvez tomber sur du réseau en 10-100. 10-100, c'est la vitesse de votre réseau par câble. 10-100, c'était bien il y a 5 ans ou 10 ans. Mais aujourd'hui, on est passé en 1000. Tout passe en gigabits. On parle de fibre optique, de gigabits. Bah oui, il ne faut pas acheter une carte mère il y a 10 ans parce qu'on veut mettre le bas prix. Donc voilà, c'est à ça qu'on va choisir. Alors en 100 avec 4 ports USB, ça sera telle référence. En 100 avec 6 ports, ça sera celle-là. En 1000 avec 2 ports, ou en 1000 avec 4 ports, mais avec du Bluetooth. Hein, donc voilà. Et là, ça nous fait toute une gamme de cartes mères pour un même constructeur. Tout simplement. Voilà. Donc ça, ce sont en fonction du choix des ports. Le dernier argument, c'est à cause de lui. Ça, vous voyez ce gros bloc là, il y a un ventilo avec un gros bloc en dessous en métal. Un gros bloc. Alors, on a respectivement, on a la carte mère, je vais essayer de vous le dessiner. Alors là, les talents de dessinateur, ça va être compliqué. On a la carte mère. Sur la carte mère, on a un endroit j'essaie de vous le dessiner un petit peu. Il est vachement bien fait, je suis super fier. Bon, on a un cerceau plastique ou métallique qui permet de bloquer une pièce et 1000 pins. Il y a plein de petits pins en cuivre, ou en je sais pas quoi, qui sortent, d'accord, vers le haut, dans un carré. C'est pas pour rien, hein, évidemment, c'est pour accueillir le processeur sur la carte mère. Lui, là, c'est un tout petit carré. J'en ai pas à vous montrer, évidemment, là, mais c'est un tout petit carré qui n'a rien d'intéressant, en métal d'un côté et électronique de l'autre. Il se place là-dedans et on ferme. On referme l'arceau métallique, là, souvent avec le levier qui est sur le côté. On lève, on le pose, on met bien les pins. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu, les pins vont bien dans les trous. On n'appuie pas si ça ne rentre pas. Ça ne marche pas. Souvent, en plus, il y a un détrompeur, il y a un décoin qui est de travers, exprès, pour pas qu'on se plante. Donc ceux qui arrivent à nous tordre les pins d'un processeur, il faut quand même le faire. Mais bon, quand on ne sait pas, on ne sait pas. On lève, on met le pros, on referme, il est bloqué. Le processeur, il est vital. Le processeur, c'est là qu'on commence à vraiment choisir son PC pour sa puissance. C'est lui qui fait tous les calculs. Qui va vous donner la rapidité générale de votre ordinateur. Et même la rapidité presque tout court. Et c'est l'élément clé de la rapidité. Jusqu'à quelle vitesse max il pourra aller. Et combien de choses vous pourrez faire à la fois aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a la notion de multiprocesseur. C'est-à-dire que si vous jouez que des mineurs, vous n'allez pas me le fatiguer le pros. Mais en plus, si vous lancez qu'une partie des mineurs à la fois, les 3 autres pros derrière, si c'est un quadri-processeur, un quad-core, on dit core c'est pour processeur, bah les 3 autres vont se faire chier aussi. Il faut au moins faire 4 parties des mineurs à la fois. Mauvais exemple, mais si vous avez un Photoshop qui sait exploiter 4 processeurs, quand vous traiterez vos images, ou quand vous exportez, vous encodez une vidéo, il est clair que votre logiciel va utiliser la puissance des 4 processeurs. Vous êtes sous Windows, vous faites du Word, il n'y a pas besoin de puissance pour ça. Il utilise un processeur et il va utiliser la moitié de sa vitesse. Par exemple, c'est un 3 GHz, donc 3000 MHz, il va en utiliser 1000. Et sur un seul, pas de budget que ça suffit.
Vous êtes sur un logiciel vidéo qui exploite qu'un processeur, un logiciel bas de gamme, je ne sais pas, un truc de base vraiment. Il va utiliser un poste, donc les 3 GHz, donc 3000 MHz, et il est à fond. Vous êtes sur un logiciel première, Adobe Premiere, un truc de fou, une usine à gaz. Il va utiliser les 4 pros et leurs 3 GHz chacun. Entre 3 et 3 fois 4, c'est différent, clairement. Donc, voilà, là, le pros va vous permettre la multiplication des tâches à la fois, et en même temps, il va vous permettre une vitesse de folie en fonction de ce que vous prenez. Ou l'inverse, une vitesse de merde si vous mettez pas cher dans votre pros. Voilà, des fois, il faut se limiter à ça. Donc là, on a l'élément, je dirais, principal, le processeur. Donc le processeur, un point un peu carré. Pour le pros, il y a 2 choix. En général, il y a des marques. C'est soit AMD, MD. Voilà. Les deux sur le même, c'est impossible. Ou alors Intel. C'est les 2 fondeurs, comme on dit. Les 2 fondeurs, c'est les gens qui fabriquent les processeurs. Donc c'est eux qui les fabriquent dans leurs usines. Donc il y a AMD, il y a les processeurs AMD et les processeurs Intel. Et AMD, ça appartient pas à Intel? Non. Ah non, c'est son concurrent. Le seul d'ailleurs, pour eux qui restent en vie. Ils sont en grosse difficulté. AMD Intel. Ce qui est marrant, c'est qu'un processeur, je vous disais, c'est lié au choix de la carte mère. Et le processeur est lié au choix de la carte mère aussi, enfin les deux vont ensemble. Parce qu'il faut bien qu'ils se connectent l'un sur l'autre. Et ça s'appelle le chipset. Ça, là. Les pins, là. Les mini pins, donc pareil. C'est bizarre, enfin. Alors, chipset. Chipset. Le chipset, c'est ce qui accueille en fait le format d'accueil du processeur. Donc actuellement, on a chez AMD comme chez Intel différents chipsets. Donc on n'a pas un choix de pros, on prend n'importe lequel, on prend n'importe quelle carte mère, ça va ensemble. Ça faut acheter un Mac. En PC, l'avantage c'est la diversité. L'inconvénient c'est la diversité aussi. Donc, on va aller regarder. On va taper AMD.